Bonjour à tous, je vais vous présenter mon cours concernant les recommandations nutritionnelles pour les enfants en bas âge de 0 à 3 ans, ainsi qu'une approche de la prévention des carences et des excès d'apport. La période de 0 à 3 ans étant une période essentielle du développement de l'enfant, nous pouvons donc nous demander quelles sont les recommandations concernant les apports nutritionnels et pourquoi il est nécessaire d'adapter l'alimentation à chaque phase de ce développement physique et physiologique. Nous pouvons alors nous questionner quant au concept de carence et d'excès et leurs conséquences sur l'organisme de l'enfant en devenir. Pour cela, nous allons dans un premier temps étudier la physiologie de l'appareil digestif et ses particularités à chaque phase du développement pour mieux comprendre pourquoi il est primordial de respecter certaines règles concernant la prise alimentaire. Nous allons également aborder le rôle de l'alimentation sur la croissance et les différentes pathologies causées par un non-respect des recommandations. Nous allons ensuite définir le rôle de la prévention de ces maladies. Pour finir, je vais vous proposer un petit quiz de connaissances. Voici donc l'anatomie de l'appareil digestif et la fonction de ses organes principaux. Tout d'abord, nous avons les glandes salivaires qui produisent de la salive. Vient ensuite l'œsophage qui, en se contractant, conduit les aliments dans l'estomac. Le foie, quant à lui, fabrique et stocke la bile dans la vésicule biliaire. La bile est ensuite envoyée dans l'intestin grêle. L'estomac brasse les aliments pendant plusieurs heures grâce à des contractions musculaires. L'acide chlorhydrique et les enzymes digestives contenues dans les sucs gastriques réduisent les aliments et permettent la digestion. Le pancréas fabrique le suc pancréatique qu'il déverse dans l'intestin grêle. Il sécrète des sucs digestifs pour la digestion ainsi que de l'insuline pour la régulation de la glycémie. La vésicule biliaire, quant à elle, est l'endroit où la bile est stockée. Elle tient un rôle indispensable dans la digestion des graisses. L'intestin grêle termine la transformation des aliments grâce au suc digestif fabriqué par le pancréas et grâce à la bile. La muqueuse de l'intestin fait ensuite passer les éléments, nutriments, acides aminés, acides gras, sels minéraux, vitamines et eau dans le sang. Le gros intestin est composé de deux parties, le côlon et le rectum. Dans le côlon, l'eau présente dans la nourriture est réabsorbée. Les excréments sont stockés quant à eux dans le rectum jusqu'à être éliminés. Pour finir, nous avons l'anus qui permet la régulation de la défécation des matières fécales. Concernant la prise de nourriture, certaines actions sont spécifiques au nouveau-né, comme la succion, qui lui permet de se nourrir en tétant et laissant couler le lait, qui est son unique source d'alimentation, dans l'estomac. En ce qui concerne la déglutition, cette action n'est pas encore possible pour le nourrisson. Elle permet aux muscles du pharynx d'acheminer l'aliment vers l'œsophage. Il est cependant doté d'un réflexe dit d'extrusion qui lui fait rejeter tout aliment solide. C'est entre 4 et 5 mois qu'il les acceptera au moment de la diversification alimentaire. Pendant les premiers mois de sa vie, son sphincter œsophagien, le cardia, qui est un muscle réflexe, comme ceux du larynx et du pharynx, qui se contracte et se décontracte sans ordre conscient, est peu tonique. Il s'ouvre et se referme entre les tétées, entraînant parfois des régurgitations. Ce n'est que vers 6 mois que la tonicité œsophage-estomac est effective. L'intestin, quant à lui, n'a pas une simple fonction de vidange. Cependant, il n'a pas encore la faculté de se dilater et se resserrer aux moments opportuns, ce qui engendre des spasmes et provoque les coliques du nourrisson ou, à l'inverse, le ralentissement de son transit, générant la constipation. Ces coliques sont dues à la mauvaise coordination de ses mouvements intestinaux, mais également à l'absence dans son intestin de certaines enzymes digestives majeures, les amylases et les lipases. En ce qui concerne les premières éruptions de dents,
Elle se manifeste aux alentours de 8-12 mois. La première dentition, composée de 20 dents de lait, est présente à 3 ans. Pendant cette période, l'alimentation de l'enfant se compose donc de lait et d'alimentation liquide ou mixée. À partir de 4-6 mois, l'évolution physiologique permet au nourrisson de propulser les aliments vers l'arrière de sa cavité buccale pour les avaler. Puis, vers 7-9 mois, apparaissent les mouvements de mastication réflexe, devenant fonctionnels parallèlement au développement de la dentition. Concernant les spécificités de l'appareil digestif du nouveau-né, comme nous l'avons vu, ces fonctions sont encore très peu développées. En ce qui concerne la fonction gastrique, les sécrétions d'acide chlorhydrique, de pepsine et de suc gastrique sont très faibles. Elles ne commencent à se développer qu'à 3 mois et ne seront complètes qu'à 3 ans. La fonction pancréatique est quasi nulle à la naissance, le pancréas ne produisant quasiment pas de sucre. Cependant, le plus important de la digestion est le suc pancréatique, car il contient les 3 enzymes principales agissant sur les nutriments, à savoir amylase, lipase et trypsine. Concernant la fonction hépatique, à la naissance, le foie sécrète une bile dont la composition est incomplète, ce qui empêche la digestion des graisses. En revanche, chez l'enfant, une enzyme supplémentaire est présente dans l'estomac, le lame ferment, qui permet la coagulation du lait par précipitation de la caséine digérée. C'est pour cela que l'alimentation du nourrisson doit être adaptée à ses capacités physiologiques. Étant donné que c'est l'alimentation quotidienne qui lui fournit les éléments nécessaires à sa croissance, le nourrisson ne peut pas faire de réserve nutritionnelle. Nous allons maintenant voir les recommandations et le rôle de l'alimentation sur la croissance. Les recommandations ne doivent pas être considérées comme des normes contraignantes, mais comme des repères. Elles reflètent les besoins d'une population et non d'un individu. Il faut savoir que l'établissement de ces valeurs reste incertain. Le besoin individuel reste méconnu en pratique. Et en pratique courante, l'évaluation de l'adéquation des apports correspond à l'évaluation de la croissance et de son évolution, le poids, la taille, le périmètre crânien et l'indice de corpulence. Les besoins énergétiques sont importants pour le métabolisme de base, qui correspond à 60-75% de la dépense énergétique totale, le renouvellement et la synthèse tissulaire, qui correspondent à 5 kilocalories par gramme de tissu formé, la thermogénèse, qui correspond à 10% de la dépense énergétique totale, et l'activité musculaire, surtout après 6 mois, qui représente 15 à 30% de la dépense énergétique totale. En ce qui concerne les recommandations des besoins nutritionnels principaux, nous savons que plus l'enfant est jeune et ou en croissance rapide, plus ses besoins énergétiques seront élevés. Donc pour un prématuré, il faut entre 120 et 150 kilocalories par kilo et par jour. Au cours du premier mois de vie, entre 100 et 120 kilocalories par kilo et par jour. De 6 à 12 mois, entre 100 calories par kilo et par jour. De 12 à 24 mois, 90 kilocalories par kilo et par jour. Et pour finir, de 2 à 5 ans, entre 75 et 90 kilocalories par kilo et par jour. Concernant les besoins hydriques, ils sont assurés majoritairement par l'alimentation lactée chez le nourrisson de moins de 1 an. Ces besoins sont élevés chez le nouveau-né et le nourrisson en raison de leur constitution corporelle, à savoir 75% d'eau, dont 50% au niveau extracellulaire chez le nouveau-né. Les apports en eau doivent répondre aux besoins liés aux pertes cutanées, respiratoires, urinaires et fécales, ainsi qu'aux besoins de croissance. Les besoins hydriques selon l'âge sont les suivants. Un prématuré aura besoin de 180 ml d'eau par kilo et par jour. Au cours du premier mois,
150 ml par kilo et par jour. De 6 à 12 mois, 120 ml par kilo et par jour. De 12 à 24 mois, 100 ml par kilo et par jour. Et entre 2 et 5 ans, 80 ml par kilo et par jour. Voyons maintenant les recommandations des besoins nutritionnels uniquement pour la période de 0 à 4-6 mois. Donc exclusivement du lait maternel ou des préparations pour nourrissons. Il faut savoir que le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson car sa composition répond parfaitement à ses besoins sur plusieurs plans. Tout d'abord, sur le plan nutritionnel, elle apporte des apports protéiques, glucidiques, vitaminiques, lipidiques et en oligoéléments suffisants. Au niveau préventif et immunologique, car le lait maternel a un pouvoir anti-infectieux, à savoir la diminution de la gravité et de la durée des diarrhées, des infections des voies respiratoires et ORL, grâce aux IgA, qui sont des protéines solubles, la lactoferrine, les lysozymes, macrophages et lymphocytes T qu'il contient. Ainsi qu'au niveau allergologique, par la présence de ferments protéiques. En ce qui concerne les préparations infantiles, elles sont fabriquées à partir de lait de vache, mais ce dernier n'est pas adapté aux nourrissons. De ce fait, elles doivent contenir plus de lactose, d'acides gras essentiels, de fer et moins de protéines, calcium, phosphore et sodium pour se rapprocher le plus possible du lait maternel. Ces préparations sont essentiellement constituées de graisses végétales et doivent être proposées jusqu'au moment de la diversification alimentaire, c'est-à-dire aux alentours de 4 à 6 mois. Pour reconstituer le lait, cela se fait par une cuillère mesure pour 30 ml d'eau. En ce qui concerne l'alimentation à partir de 4-6 mois, c'est là qu'intervient la diversification alimentaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc la diversification alimentaire, c'est l'introduction dans l'alimentation de tout solide ou liquide, autre que le lait maternel, à l'exception des suppléments en vitamines et minéraux, de l'eau et des solutions de réhydratation orale. Lorsque cette diversification a débuté, sont prescrits ce qu'on appelle des laits de suite, en remplacement du lait maternel ou des préparations. Il faut savoir que ces laits doivent être proposés uniquement lorsque l'alimentation a été complètement diversifiée, c'est-à-dire lorsque tout aliment tel que les fruits, les légumes, les protéines sont intégrés dans l'alimentation. Après 10-12 mois, on recommande le lait de croissance, contrairement au lait de vache, car il expose à un risque de carence, puisqu'il est moins riche en acides gras essentiels, en fer et en vitamine D. On recommande ce lait de croissance, si possible, jusqu'à 3 ans. Concernant la répartition journalière des apports énergétiques, idéalement, elle serait de 25% au petit déjeuner, 30% au déjeuner, 15% au goûter et 30% au dîner. Les apports nutritionnels conseillés en macronutriments s'expriment en pourcentage de l'apport énergétique total. La répartition calorique après diversification est la suivante. En ce qui concerne les protéines, qui ont un rôle enzymatique, hormonal, de transport et de renouvellement cellulaire, elles doivent correspondre à 10 à 15% de l'apport énergétique total. Les lipides, qui ont un rôle énergétique, doivent correspondre à 30 à 35% de l'apport énergétique total. Les glucides, qui ont également un rôle énergétique, correspondent à 50 à 65% des apports énergétiques. Les besoins en calcium sont estimés quant à eux à entre 400 et 600 mg par jour pour le nourrisson,
puis entre 600 et 800 mg par jour. Les besoins à faire, quant à eux, sont élevés chez le nourrisson, à savoir 1 mg par jour. Dans ce tableau, nous voyons l'introduction des aliments pendant la diversification alimentaire, donc en fonction de l'âge. Donc, par exemple, nous pouvons voir que les fruits et les légumes cuits peuvent être introduits à partir de 4 mois, alors que les crudités sont introduites beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire à 12 mois. Ce tableau indique que les jus de fruits peuvent être introduits à partir de 5 mois, mais nous savons qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt dans l'alimentation du nourrisson. Uniquement l'eau a un intérêt à cet âge-là. Alors, parmi les besoins nutritionnels principaux, il y a évidemment la vitamine D qui est absolument nécessaire de 0 à 18 mois. Elle a un rôle important dans l'absorption intestinale et dans la minéralisation du squelette. Étant donné qu'il y a peu de vitamine D dans le lait maternel et dans les préparations infantiles, le nourrisson a besoin de supplémentation en vitamine D. Mais cela dépend du type d'allaitement, c'est-à-dire soit le lait maternel, soit les préparations infantiles, et de l'âge du nourrisson. Donc nous voyons dans ce tableau que la supplémentation est plus importante lorsqu'un nourrisson est nourri au sein que lorsqu'il prend du lait infantile, et également lorsqu'il est diversifié avec plus de lait de suite, la supplémentation en vitamine D est inférieure à lorsqu'il est diversifié avec moins de 500 ml de lait de suite. Concernant la vitamine K, un nourrisson qui n'est pas allaité, donc qui prend du lait infantile, n'a pas besoin de supplémentation en vitamine K, contrairement aux nourrissons qui sont allaités par leur mère. La vitamine K joue un rôle important dans la coagulation du sang et la supplémentation est nécessaire jusqu'à la diversification alimentaire. Un nourrisson qui ne reçoit que du lait maternel doit avoir une supplémentation en vitamine K hebdomadaire de 2 mg par semaine qui est prise par voie orale. En ce qui concerne le fluor, il sert à la prévention des caries dentaires. La supplémentation n'est pas systématique, mais nécessaire en cas de risque carieux élevé. Il peut y avoir un risque carieux élevé dans le cas où l'enfant prend un biberon ou des médicaments sucrés au moment du coucher, en cas d'un non-brossage de dents, évidemment. Cela peut être héréditaire lorsqu'il y a de nombreuses caries chez les parents ou dans la fratrie, ou en cas d'un appareil d'orthodontie, mais bon, ça ne concerne pas les bébés. La posologie est de 0,25 mg de 6 mois à 2 ans et de 0,5 mg de 2 à 3 ans. Il ne faut pas dépasser 1 mg par jour et tenir compte de l'eau utilisée. Comme nous l'avons vu pendant les phases de croissance rapide, c'est-à-dire les 3 premières années et lors de la puberté, les besoins énergétiques sont élevés. On estime qu'il faut environ 5 calories pour un gain de poids d'1 gramme. Sachant que de 0 à 3 mois, l'enfant prend 30 grammes par jour, il a donc un besoin de 150 calories. De 3 à 6 mois, l'enfant prend 20 grammes par jour, soit un besoin de 100 calories. De 6 à 12 mois, il prend 12,5 grammes par jour, soit un besoin de 60 calories. Et de 1 à 3 ans, le gain de poids journalier n'est que de 6 grammes, donc inférieur aux autres mois, donc 30 calories.
En ce qui concerne le poids de naissance, nous savons qu'il double vers 3-4 mois, qu'il triple à 1 an et qu'il quadruple à 30 mois. En ce qui concerne le gain statural, l'enfant prend 25 cm la première année, 12 cm la seconde année et 8 cm la troisième année. Comme nous le savons, la surveillance de la croissance de l'enfant contribue à confirmer sa croissance et son développement sain ou à repérer rapidement d'éventuels troubles nutritionnels ou de santé. Donc nous avons là des courbes staturo-pondérales, à gauche celle des filles de 0 à 3 ans et à droite celle des garçons de 0 à 3 ans. Donc si l'on regarde la courbe de la taille chez la fille par exemple, nous voyons sur le graphique deux bandes prédessinées. Donc la plus large, limitée par deux lignes continues, qui contiennent la plus étroite, limitée par deux lignes pointillées. La ligne continue que l'on voit au centre des deux bandes représente pour chaque âge et chaque sexe, donc là pour la fille, la valeur moyenne observée chez les enfants. Donc pour dire ça encore plus simplement, sur la courbe de la taille chez la fille, nous voyons 3 lignes continues. C'est la ligne du milieu qui représente la moyenne de la taille chez la fille de 0 à 3 ans en France. À gauche du graphique, les chiffres qui sont indiqués correspondent à la taille de l'enfant et les chiffres en bas correspondent à l'âge. Il faut prendre l'âge et la taille de l'enfant et suivre la ligne jusqu'à ce que les deux points se rencontrent pour voir si l'enfant est bien dans la moyenne ou non. Comme nous le voyons, la taille est un écart type et nous savons qu'au-delà de 2 écarts en plus ou en moins, on peut considérer le sujet à risque. Le graphique fonctionne de la même façon pour le poids et que ce soit pour la fille ou le garçon. En ce qui concerne l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, il permet de positionner la corpulence d'un enfant sur des courbes de référence pour la normalité ou les dérives vers le surpoids ou la maigreur. Elle est calculée en divisant le poids en kilos par la taille au carré. Et comme je le disais précédemment, à partir de 2 écarts types au-dessus ou en dessous de la moyenne, on considère le sujet comme étant à risque. Donc voici les courbes uniquement de corpulence. Elles fonctionnent exactement comme la courbe staturo-pondérale que j'ai illustrée tout à l'heure. Un statut régulier est primordial pour prévenir des troubles de la croissance. Donc le suivi idéal consisterait à mesurer et peser son enfant tous les 3 mois jusqu'à 1 an, puis tous les 6 mois jusqu'à 4 ans, puis chaque année, afin de vérifier que sa taille s'inscrit bien dans le couloir que l'on voyait tout à l'heure de la courbe de référence et qu'elle suit une progression régulière. La croissance post-natale est vraiment très rapide. Les premières années étant la période où l'enfant grandit le plus, est vraiment une période importante dans le développement. Chez le jeune enfant, la partie des os longs, à savoir le fémus, le radius, constitué de cartilage de croissance, va croître en longueur, puis se calcifier et se souder pour devenir l'os adulte. Le taux de calcium et de phosphate dans l'organisme, ainsi que les hormones qui le régulent, à savoir la vitamine D et la parathormone, qui est une hormone parathyroïdienne, jouent un rôle dans la croissance, puisqu'ils sont indispensables à une bonne physiologie osseuse. Chez l'enfant en bas âge, les apports nutritionnels ont donc pour but d'assurer un état de santé normal, une croissance staturo-pondérale optimale et de prévenir l'apparition de maladies. Nous allons voir à présent les pathologies de l'enfant en bas âge liées aux carences et aux excès d'apport.
Tout d'abord, les allergies et les intolérances. Concernant les allergies alimentaires, elles sont des réactions de notre système immunitaire à une protéine contenue dans la nourriture qui est normalement considérée comme inoffensive pour l'organisme. En d'autres termes, elles correspondent à une réaction adverse aux protéines alimentaires par un mécanisme immuno-allergique. Quand le rôle des immunoglobulines de type E, que l'on écrit IgE, est démontré, il s'agit d'une allergie alimentaire IgE dépendante. Quand les IgE ne sont pas en cause, on parle d'allergie alimentaire non IgE dépendante. Les allergies alimentaires les plus courantes chez les bébés et les jeunes enfants sont le lait, les œufs, l'arachide et les noix. Selon l'AFSSA, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 8% des enfants sont allergiques au lait. Les œufs représentent 35% des allergies infantiles et 3,4% des enfants sont allergiques aux noix. Les allergies sont assez facilement reconnaissables. Les symptômes incluent de l'urticaire ou eczéma autour de la bouche, du nez et des yeux de l'enfant et qui peut s'étendre sur l'ensemble du corps, un léger gonflement des lèvres, des yeux et du visage, un nez qui coule ou qui est bouché, des éternuements et des yeux qui pleurent, une bouche qui gratte ou une gorge irritée, des nausées, vomissements ou diarrhée. Des réactions plus graves connues sous le nom de choc anaphylactique impliquent une respiration sifflante, des difficultés respiratoires ou une chute de la pression artérielle et peuvent menacer le pronostic vital. Concernant les intolérances alimentaires, on les définit comme la réaction de notre système immunitaire à une protéine qui s'explique par un mécanisme non immunologique, c'est-à-dire que l'organisme ne synthétise pas d'anticorps. Les intolérances les plus fréquentes chez l'enfant sont l'intolérance au gluten et l'intolérance au lactose. L'intolérance au gluten, que l'on nomme également la maladie cœliaque, est une maladie auto-immune. Elle se déclare le plus souvent avant 2 ans, lors de l'introduction des premiers aliments à base de gluten, qui est une substance présente dans le blé, mais aussi d'autres céréales comme l'orge, l'avoine, l'épeautre ou le seigle, et elle est généralement présente à vie. Il n'y a pas de remède, les personnes intolérantes sont obligées de suivre un régime sans gluten. Concernant l'intolérance au lactose, elle touche près de 5% des enfants. Il est cependant rare qu'elle apparaisse avant l'âge de 2 ou 3 ans. Elle peut aussi être transitoire, par exemple lorsqu'elle apparaît suite à une gastro-entérite. Elle engendre des inconforts digestifs, mais également un retard de croissance, voire un amaigrissement. Parmi les pathologies alimentaires les plus fréquentes, nous trouvons l'obésité, qui est un excès de masse grasse corporelle, qui correspond à l'ensemble de la graisse du corps ou tissu adipeux. On l'oppose à la masse maigre, qui correspond au poids des muscles, des organes et des viscères. L'une des causes possibles de l'obésité est la surconsommation protéique. En effet, les protéines en grande quantité stimuleraient la maturation tissulaire et provoqueraient une maturation plus précoce des adipocytes. De plus, une teneur élevée en protéines dans le régime alimentaire serait corrélée à l'importance du rebond d'adipocité et à la précocité de sa survenue. Ces deux facteurs étant démontrés comme prédictifs du risque d'obésité à l'adolescence et à l'âge adulte. La précarité est également un facteur de risque d'obésité. En effet, les personnes les moins favorisées sont plus touchées par l'obésité, du fait que les populations défavorisées sont moins réceptives aux messages d'équilibre nutritionnel et de prévention. Également, car une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en poissons et en céréales complète est plus expansive qu'une alimentation de forte densité énergétique. Également, car la sous-consommation de légumes serait aussi associée à un faible attrait pour la cuisine maison.
Le microbiote intestinal serait également une des causes possibles de l'obésité infantile. Il a été démontré qu'il pourrait nous protéger ou au contraire favoriser l'obésité. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, parasites, champignons pathogènes qui vivent dans l'intestin grêle et le côlon. Il joue un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. Et son rôle dans la digestion est multiple, à savoir la fermentation, l'assimilation des nutriments, la synthèse des vitamines. C'est la pauvreté bactérienne, c'est-à-dire la faiblesse dans la diversité des bactéries intestinales, qui serait associée à l'obésité. Il y a la bactérie Akkermansia, qui est une bactérie du microbiote intestinal qui présente la particularité d'être moins importante chez les sujets obèses que chez les sujets minces. C'est elle qui limite la réserve des graisses. Ainsi que la bactérie Escherichia coli, qui s'établit dans le tube digestif et produit une protéine, la mélanotropine, qui intervient sur la satiété. C'est la faible abondance de ces bactéries dans l'organisme qui favorise l'obésité. Par conséquent, moduler la composition et ou l'activité du microbiote intestinal par des apports nutritionnels adéquats apparaît comme une voie complémentaire dans la prise en charge des sujets obèses. La sédentarité et la surexposition aux jeux, tablettes et télévision sont également des causes de l'obésité infantile, étant donné que manger devant la télé diminue l'attention et la sensation de satiété, que le grignotage en regardant les écrans également. Il a été démontré que le temps passé devant la télé au début de la vie peut avoir une influence marquée et durable sur les pratiques alimentaires. Un enfant ne doit pas être exposé à un écran avant l'âge de 3 ans. Les conséquences de l'obésité sont les suivantes. Les problèmes articulaires, l'hypertension artérielle, l'ostéonécrose de la tête du fémur chez les grands obèses, la hausse des triglycérides et maladies cardiovasculaires, ainsi que l'apnée du sommeil. Parmi les pathologies alimentaires les plus fréquentes, nous retrouvons également les maladies inflammatoires chroniques intestinales, à savoir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui se caractérise par l'inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif liée à une hyperactivité du système immunitaire digestif. La maladie débute rarement avant l'âge de 10 ans, bien que l'on observe de rares cas chez le très jeune enfant. Le retard de croissance est parfois le seul signe de la maladie. Les enfants qui en souffrent sont souvent plus petits et paraissent plus jeunes. Leur puberté est également plus tardive. Leur retard staturopondéral est dû en partie à la baisse de l'appétit qui est liée aux douleurs abdominales et en partie à la diarrhée et à la malabsorption intestinale. Chez l'enfant, le rachitisme est le plus souvent rencontré entre 4 et 18 mois. Il est dû à des carences en vitamine D qui entraînent un défaut de maturation de l'os sur lequel le calcium et le phosphore ne parviennent pas à se fixer. Ainsi, la maladie se manifeste par un développement et un durcissement anormal des os et un retard de croissance. Voyons maintenant le rôle majeur de la prévention et son importance dès la naissance. La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités. Dans le domaine de l'alimentation de l'enfant, son rôle est majeur car elle permet de diminuer les risques de pathologies liées aux carences et excès d'apports nutritionnels. Les 2 premières années de vie d'un enfant sont particulièrement importantes car une nutrition optimale pendant cette période aura pour effet de réduire le taux de morbidité et de mortalité, ainsi que le risque de maladies chroniques et de contribuer à un meilleur développement général. Le nombre de décès annuels d'enfants causés par la sous-nutrition est estimé à 2,7 millions, soit 45% de tous les décès d'enfants. Il est donc primordial de mettre un point d'honneur sur la prévention
et notamment les recommandations nutritionnelles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, on estime que 155 millions d'enfants de moins de 5 ans avaient un retard de croissance en 2016 et que 52 millions avaient un faible poids par rapport à leur taille. Ceci est essentiellement dû à une mauvaise alimentation et à des infections à répétition, tandis que 41 millions d'enfants présentaient une surcharge pondérale ou étaient obèses. Toujours selon l'OMS, les bienfaits de l'allaitement maternel sont les suivants. 40% environ des nourrissons de 0 à 6 mois sont exclusivement nourris au sein. Plus de 820 000 vies d'enfants de moins de 5 ans pourraient être sauvées chaque année si tous les enfants de 0 à 23 mois étaient nourris au sein de manière optimale. L'allaitement maternel améliore le QI, la fréquentation scolaire et est associé à un revenu plus élevé dans la vie adulte. Améliorer le développement de l'enfant et réduire les coûts de la santé grâce à l'allaitement génère des gains économiques pour les familles et au niveau national. De plus, l'allaitement optimal est tellement déterminant qu'il pourrait sauver chaque année la vie de 820 000 enfants de moins de 5 ans. Un certain nombre d'enfants souffrent de troubles des conduites alimentaires, que l'on nomme les TCA, qui s'expriment le plus souvent par un refus de s'alimenter. Ce comportement, souvent incompris et mal vécu par les parents, entraîne un forcing alimentaire causé par des croyances selon lesquelles l'enfant doit manger et qui contribue à modifier le rapport de l'enfant à la nourriture. La prévention de ces troubles consisterait à respecter l'appétit de l'enfant et ne pas le forcer à finir systématiquement ses repas, ne jamais remplacer un aliment refusé par un autre, ne pas enrichir l'alimentation sous prétexte de mieux le nourrir, varier les aliments et ne pas changer brutalement les habitudes alimentaires, et ne pas jouer avec l'enfant pendant les repas. L'obésité est un problème majeur de santé publique. En 2003, près de 15% des adolescents de 14 ans étaient en surpoids. Le but de la lutte contre l'obésité de l'enfant consiste à atteindre un équilibre énergétique susceptible d'être maintenu pendant toute la vie de l'individu. Les recommandations de l'OMS sont les suivantes. Consommer davantage de fruits et de légumes, ainsi que de légumineuses, de céréales complètes et de fruits secs. Limiter l'apport énergétique provenant de la consommation de graisses et réduire la consommation des graisses saturées au profit de graisses non saturées. Limiter la consommation de sucre. Avoir une activité physique modérée à intense, au moins 60 minutes par jour, qui soit appropriée au point de vue du développement et qui implique diverses activités. L'augmentation significative de l'allergie alimentaire depuis une quinzaine d'années et ses conséquences en termes d'expression clinique font de celle-ci un problème de santé croissant. La prévention primaire ne s'adresse pas à la population générale, mais aux nouveau-nés issus de familles atopiques. Les recommandations pour ces nouveau-nés sont les suivantes. Un allaitement maternel exclusif ou lait hypoallergénique jusqu'à 6 mois. Un retard de la diversification alimentaire au-delà de 6 mois. Les fruits et légumes sont intégrés à 6 mois en évitant les fruits dits exotiques, à savoir la goyave, le kiwi, la mangue. Les œufs et le poisson à partir de 12 mois. Les arachides et les fruits à coque vers 5-6 ans. Concernant la prévention des caries et du rachitisme, nous savons que la supplémentation du fluor n'est pas systématique, sauf en cas de risque carieux élevé. Cependant, la prescription systématique du fluor dès la naissance a permis de diminuer significativement le nombre de caries dentaires du jeune enfant. Le fluor est alors administré sous forme de gouttes buvables la première année, puis l'administration est mixte. Pâte fluorée sur les dents ou soluté buvable à partir de 1 an jusqu'à 3 ans. L'adjonction de vitamine D dans le lait pour nourrissons en 1993 n'est pas jugée suffisante pour prévenir le rachitisme carentiel et le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie recommande l'administration systématique de 800 à 1000 UI, c'est-à-dire unités internationales de vitamine D jusqu'à 18 mois, puis en période hivernale jusqu'à l'âge de 4 ans.
Pour conclure, nous avons vu qu'une alimentation spécifique doit être respectée à chaque stade du développement de l'enfant, étant donné qu'un nouveau-né n'aura pas les mêmes besoins énergétiques qu'un enfant de 3 ans. Il est donc primordial de s'informer et de respecter certaines recommandations concernant les apports nutritionnels. La période de 0 à 3 ans étant majeure dans le développement du jeune enfant, du fait de sa croissance staturopondérale rapide et importante et des modifications considérables au niveau physiologique, il est d'autant plus nécessaire de respecter les recommandations nutritionnelles. Cette période de la vie, considérée à risque car propice aux pathologies, nécessite une prévention majeure pour éviter des futurs troubles et pathologies alimentaires. Je vous remercie de votre attention et vous propose un petit test de connaissance sur le lien que vous allez trouver sur cette diapo.